Peut-être aussi situer que le séminaire, ça fait 4 ans qu'on le donne comme ça, dans cette formule. On a travaillé sur toutes sortes de thèmes, notre thème englobant étant les puissances du faux. Et dans un tel thème, on a décidé de faire de l'intelligence artificielle notre propos de l'édition. C'est extrêmement riche ce que ça donne. Maintenant, on va s'orienter également vers la créativité, hein. Je présume que vos interventions en architecture vont porter sur toutes les questions des usages pratiques, finalement, de l'IA dans le domaine de l'architecture. Alors, je vous cède la parole. Donc, d'abord, Sébastien Bourbonnais. Euh, Peut-être tu peux donner quelques lignes biographiques, Gabriel, Oui, bien sûr. rapidement. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Alors aujourd'hui, comme tu as pu le dire, nous avons deux professeurs de l'École d'architecture de l'Université Laval. Sébastien Bourbonnais est également chercheur associé à l'EVCAU, l'ENSA de Paris-Val-de-Marne et puis MAP-MAC, l'ENSA de Paris-La-Villette. Il a été également consultant de recherche pour la compagnie de logiciels Asynth. Ses recherches portent principalement sur l'observation des pratiques architecturales expérimentales réalisées à partir des technologies numériques, dont son intervention nous fera un peu plus part de détails. Et puis, il cherche aussi afin de saisir les reconfigurations que ces technologies entraînent sur les pratiques de l'architecture. Il s'appuie sur différents penseurs de la technique, sur l'histoire des logiciels, leur fonctionnement, mais aussi sur les discussions et puis les débats qui ont émergé chez les architectes qui sont intéressés par ces nouvelles technologies. Donc, Sébastien, je vous laisse la parole. Merci. Merci à René pour l'invitation. Donc, c'est avec plaisir que je vais partager mon écran. Attendez, ça va marcher. Et donc, effectivement, ce qui a été dit juste avant, donc, ce travail sur l'intelligence artificielle, disons, ou mon intérêt pour les explorations réalisées dans le champ de l'architecture avec ces outils ou ces technologies d'intelligence artificielle, donc se place dans un travail, disons, de plus longue haleine, disons, ou en fait, parce que mon intérêt principal, c'est de comprendre les différentes manières que les architectes s'approprient, disons, les technologies de manière assez générale, et donc comment les logiciels, les machines, donc depuis une soixantaine d'années, sont appropriés ou intégrés dans les pratiques architecturales. Donc c'est pour ça que, disons, dans cette logique, j'étais assez intrigué par l'arrivée des technologies dites d'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'appelle quelques intuitions autour de l'intelligence artificielle en architecture, ce que nous disent les images générées. Donc c'est un peu les genres de questionnements que je me pose. Et donc, c'est ça, c'est vraiment. Donc, je ne suis pas un expert en intelligence artificielle, mais j'essaie de voir comment les architectes ont utilisé l'intelligence artificielle, donc pour faire quoi, et surtout quel type de questionnements qui sont soulevés dans ces pratiques. Et là, aujourd'hui, quel imaginaire est convoqué par ces architectes? Et c'est le genre de questions que je vais peut-être pas répondre, mais en tout cas, essayer de poser. Euh, donc, l'exposé va se diviser en trois parties. Donc, je vais avoir une première partie où je vais aborder, je dirais assez rapidement, donc les nombreux débats qui ont autour de la notion d'intelligence, qui va permettre d'apporter à la fois des précisions et qui va servir aussi de base, je dirais, en fait, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est l'action de l'instrument, donc pour une pensée de l'instrument pour les pratiques créatrices, dont celle de l'architecture. Donc, je vais mettre quelques pistes. En fait, c'est un article que j'avais publié sur le sujet. Donc, je pourrais en développer plus, mais je vais essayer de, justement, parce que me concentrer sur la question plus concrète et liée à l'architecture. Mais on pourrait y revenir dans la discussion. La deuxième partie, ça va être donc deux techniques dites d'IA, donc les réseaux antagonistes génératifs, donc ce qu'on appelait les GAN, qui au final, en architecture, a intéressé pas très peu, disons, les architectes. En tout cas, ça a duré quelques années, mais j'ai le sentiment que c'est en train de disparaître au profit des modèles de diffusion, donc Midjourney, DALL-E, et encore d'autres, pour plusieurs raisons, pour des raisons d'accès, mais aussi, ça c'est mon hypothèse, c'est qu'en fait, la capacité de ces moteurs à générer des images ou des résultats photoréalistes, ça a quand même eu une importance donc, dans ce transfert, au-delà de l'accessibilité.
Et donc, dans cette partie qui va peut-être constituer le cœur, c'est de m'intéresser à la manière dont les architectes, je dis, se déplacent dans cet univers, ou en tout cas interagissent avec ces différents moteurs pour justement arriver à ajuster, disons, leur processus ou s'approprier ces technologies. Et mon sentiment, c'est que finalement, plusieurs des choix qui sont faits au travers de ces technologies sont effectués de manière implicite et, on pourrait dire, intuitive. Et donc, il y a beaucoup on pourrait dire, d'intuitions qui sont au travers de ces technologies. Et finalement, la troisième partie, donc je vais essayer de comprendre donc, ces images générées, ou peut-être même plus largement, donc à quel univers ou à quel imaginaire ces images, ou en tout cas les architectes essayent de se raccrocher ou essayent de créer. On pourrait dire c'est un peu la structure de l'exposé. Donc, si je vais rapidement sur les débats autour de l'intelligence, en fait, j'ai le sentiment, depuis que ces technologies donc appelées intelligence artificielle sont arrivées, a soulevé vraiment un intérêt renouvelé pour la notion même d'intelligence. Ce qui est assez étonnant, donc si évidemment les définitions, les approches sont différentes, mais on s'aperçoit assez rapidement qu'il y a une sorte de consensus sur l'incohérence, on pourrait dire, de recourir à cette notion d'intelligence pour aborder ces avancées technologiques, c'est-à-dire que donc soit la notion est inappropriée, donc certains parlent de l'intelligence, c'est quelque chose d'énigmatique, ou dans tous les cas, il y a une sorte de pluralité des définitions, interprétations de l'intelligence qui rend difficile de vraiment d'aborder ces technologies à partir de l'intelligence, même si on pourrait dire dans le quotidien, on arrive à très bien comprendre l'intelligence artificielle et on comprend bien de quoi il s'agit, mais en même temps, il y a quelque chose d'assez étonnant là-dessus. J'y reviendrai. Un des éléments qui m'a intéressé ou étonné, disons, dans cette recherche sur l'action de l'intelligence, c'est la sorte de récurrence ou réapparition disons, des mêmes questionnements, approches ou postures vis-à-vis des technologies. Donc, j'en ai choisi un parmi d'autres, mais donc c'est par exemple cet aspect réflectif des technologies, donc c'est-à-dire que ces technologies pourraient augmenter, approfondir ou complexifier, par exemple, notre connaissance de l'intelligence. C'est ce qu'un peu défend Yann LeCun avec cette idée que finalement l'intelligence artificielle, au-delà de toutes les applications, ça va nous permettre de découvrir les mécanismes sous-jacents et les principes à l'œuvre dans l'intelligence naturelle ou artificielle. Donc, c'est justement cette intelligence artificielle, donc, elle va nous aider pour certaines choses, mais elle va surtout nous aider à avoir une meilleure compréhension de l'intelligence elle-même. Et c'est assez étonnant parce que ce type de raisonnement, ben, enfin, on peut le trouver dès les années 60 avec Norbert Wiener, mais si je me restreins à l'architecture, donc avec par exemple Nicolas Negroponte, donc entre autres, donc, quelqu'un d'assez important dans le milieu de l'architecture. Ben, après, il est devenu plus important, ou en tout cas, c'est détaché, disons, uniquement de l'architecture, mais donc, dans les années 70, il y avait un peu à peu près la même, on pourrait dire, la même idée, c'est-à-dire que les technologies, ben là, c'était même l'ordinateur, permettrait de nous faire découvrir des moyens de découvrir les mécanismes de la conception. Donc, on aurait arrivé à mieux définir les critères de qu'est-ce que la conception. Et donc, moi, évidemment, donc l'intelligence artificielle amène donc des connaissances différentes, mais à la fois la manière de poser les questions et la manière d'interagir ou de réfléchir sur ces technologies, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de redondance depuis une soixantaine d'années. Et je pense que c'est intéressant de voir que finalement, si il y a des progressions sur certains points, il y a des éléments sur les manières de penser qui me semblent notre relation euh, avec les technologies qui sont relativement similaires. Et ce que j'ai aussi, on va dire, ce qui m'est apparu avec ces réflexions autour de l'intelligence, c'est que, en fait, ça laisse transparaître, surtout c'est ce que je viens d'annoncer, c'est des différentes positions qui sont divergentes ou approches quant aux places accordées aux technologies. Hein. Quel est le rôle qu'on accorde aux technologies en général et plus généralement même comment on arrive à les penser. Et là, je trouve qu'il y a un groupe de chercheurs
fait qu'ils ne sont pas très loin de, je crois qu'il n'y a pas de gens de Paris 8, mais ils ne sont pas très loin de Paris 8 qui sont intéressés à ces questions de la technologie sous un aspect, disons, une perspective organologique et pharmacologique. Donc, pour dire, c'est sous l'impulsion quand même des travaux du philosophe Bernard Stiegler, donc l'approche organologique qui envisage une sorte de coévolution donc, entre ces différents organes donc, vivants, artificiels, donc les milieux techniques dans lesquels qui nous entourent, les organisations sociales, institutions collectives. Et donc, il essaie de comprendre que finalement, c'est une série d'organes. Donc, on a des organes vivants qui sont liés à nous, mais que finalement, les organes artificiels, les objets, les artefacts et l'organisme social, finalement, c'est une sorte de composition que tout ça, une sorte de continuum qu'il suffit de réfléchir de manière, pas en opposition, mais quelque chose comme ça qui s'additionne ou qui sont interreliés. Co-constitutif et en même temps donc l'approche pharmacologique. Donc je crois qu'aujourd'hui j'en parle pas beaucoup, mais je pense que c'est quelque chose qui est maintenant devenu de plus en plus important. Donc du pharmacone, c'est-à-dire que les technologies sont à la fois remèdes et poisons. Donc il n'est pas la question de chercher est-ce que finalement c'est bien ou c'est mal, mais finalement d'essayer de comprendre les différents dosages qu'il faut intégrer dans nos différentes pratiques. Et donc, ces différents penseurs, donc on a par exemple Anna Lambert et par exemple Giuseppe Longo, le mathématicien. Donc, justement, eux essaient de dire, finalement, cette manière d'aborder les technologies, donc organologiques et pharmacologiques, rend un peu caduque ou en tout cas incompatible. Donc, cette analogie fondatrice qui était directrice qu'on avait dans le sens cognitif comment on dit, d'établir une relation entre cerveau et machine ou entre les attributs d'intelligence et les mécanismes électroniques ou algorithmiques. Donc eux disent justement cette expression d'intelligence artificielle est inappropriée et donc eux ont préféré dénommer donc, des automates computationnels interactifs. Bon. Et donc, je trouve que cette précision donc, est intéressante. Donc, justement, en plus d'être précis, c'est que justement, ça déplace le regard et du coup, on n'est pas concentré à essayer de comparer donc, avec l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle, mais plutôt chercher des complémentarités et des fonctionnements réciproques. Hein. Donc, c'est ça, ils ne cherchent pas à établir des correspondances, mais à essayer de comprendre comment ces technologies affectent, disons, la pensée. Donc, c'est citation qu'il y a ici. Donc, il n'est pas question de comparer le fonctionnement de l'esprit avec ordinateur, mais il s'agit plutôt au contraire de s'interroger sur la manière dont l'extériorisation des fonctions mémorielles, perceptives, cognitives, imaginatives, donc dans les supports techniques, modifie en retour donc la mémoire, la perception et la cognition, bref, les facultés sensibles, donc l'expérience, la conscience et la pensée. Et donc là, je trouve qu'il y a une approche vraiment, moi, qui m'intéresse pour justement appliquer à, on pourrait dire, ou en tout cas, un regard à poser sur l'architecture, et c'est-à-dire comment ces processus d'extériorisation, donc aujourd'hui, qui sont, ou qu'on une possibilité avec ces automates computationnels interactifs, renouvellent les processus de création, conception pour l'architecte. Comment ceux-ci les intériorisent dans leur pratique et comment, du coup, ça modifie l'expérience du projet. Et donc, cette conception, disons, un peu plus large de l'instrument ou de l'organe, donc qui combine justement artificiel, naturel, permet justement de trouver une façon d'articuler cette partie artificielle extérieure comme co-constituant de l'individu. Et j'aime bien l'expression de Anna Lambert, donc de recodage organologique de l'activité psychique, donc qui introduit ces nouveaux organes artificiels. Donc, comment justement, si on les comprend de manière continue, justement, ces nouvelles technologies, donc nouvel organe, disons, d'intelligence artificielle, viennent reconfigurer à la fois nos pratiques, mais nos pratiques qui sont liées avec un milieu technique déjà constitué. Donc, ça joue à différents niveaux. Et je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant. Et donc, je disais que j'allais aborder deux techniques que j'oppose, en tout cas, je distingue. D'un côté, on a une sorte d'entraînement des données, on va voir, avec les gants, et on a une sorte d'apprentissage profond à partir de données pour les modèles de diffusion.
Et ce que je disais, ce qui m'intéresse, c'est ces moyens d'échange entre les mécanismes d'échange entre ces automates et les concepteurs architectes et voir comment ils interagissent et comment ils s'adaptent mutuellement. Donc, les gants, donc ça s'appuie donc principalement sur on fait des représentations sur les caractéristiques communes d'un ensemble de données. Et donc, l'idée pour que ça devienne un peu efficace, c'est que finalement, les images qui sont donc, dans cette collection de données, donc ces images ils doivent être suffisamment diversifiées pour amener de la variation, mais en même temps, il faut qu'ils soient assez uniformes pour assurer une certaine cohérence. Et donc, certains architectes ont parlé de principe d'uniformité dans la diversité, hein, justement afin d'assurer cet équilibre entre la cohérence et la variété des images générées. Et donc, en fait, je ne sais pas si dans l'art, ça a été quelque chose qui a été beaucoup utilisé, mais donc les gants, c'était, par exemple, ce qui a été le plus connu, c'était les visages. Donc, on a pris plusieurs photos de visages et finalement, on arrivait à générer des visages qui semblaient plausibles. Mais pour les architectes, une des manières qui a été faite, c'est-à-dire que de constituer une banque de données, une base de données. Donc là, par exemple, on a le travail de Stanislas Chailloux, donc qui a mis en place donc, des milliers de plans d'appartements et qui lui permettait donc d'entraîner le système, les algorithmes, sur cette banque de données et pour arriver à un résultat. Et juste pour donner une ordre d'idée, pour montrer la lourdeur de l'affaire, c'est que pour que ça soit un peu efficace, la base devait être constituée d'environ entre 10 000 et 50 000 images qui devaient être fournies à la machine pour que finalement ça devienne intéressant, pour justement obtenir justement cette variation, cette variété de résultats par un input. Donc on voit que c'est quand même assez... Donc si on peut dire, votre base de données est composée de plans, vous allez avoir des plans. On va le voir après. Donc, si c'est des tableaux, par exemple, d'art abstrait, vous allez avoir des tableaux. Donc, où il y a des façades. Donc, c'était quand même un peu limité dans la possibilité de ce qu'on pouvait faire. Et ce que je vais souligner aussi, c'est que, donc, on voit, il était fasciné par les GIFs, donc ces images qui bougent. Mais surtout quand on va le regarder avec les modèles de diffusion, c'est ça, c'est que finalement, la question de la définition de l'image était plus ou moins, en tout cas, n'était pas centrale. J'aurais pu aussi montrer, il y avait une sorte d'image de façade comme ça qui bougeait, mais qui justement qui était un petit peu floue. Et pour reprendre la distinction que faisait McLuhan entre médias chauds, médias froids, là, on a vraiment affaire à des médias chauds où que finalement, une part interprétative qui est très, très forte. Et donc là, on avait une sorte sur l'image de gauche, donc on avait une sorte de blocage d'espace où on arrive à avoir différentes fonctions. Les couleurs, c'est les fonctions. Et finalement, on arrive à déplacer des fonctions et on ne peut pas s'empêcher de penser aux allocations spatiales qui se faisaient dans les années 70 où il y avait justement ce type de définir des zones dans un espace. Évidemment, les technologies sont complètement différentes et le fonctionnement technique est complètement différent, mais on pourrait dire on retrouve un petit peu cette même idée derrière. Donc, un autre projet, donc là, c'est une étudiante de l'Université Laval qui a travaillé donc là-dessus, Morane Paradis. Donc, il y avait justement ce que je disais, donc, elle avait pris, donc concrètement, elle avait pris 2000 tableaux de tableaux abstraits du début du 20e siècle. Donc, et donc, c'est ça pour ceux qui le savent ou ne le savent pas, mais donc, à partir des 2000, l'idée, c'est pas de prendre 20 000 ou 10 000 images, c'est de prendre. Donc, on avait 2000 images et on les fait rotationner 90, 45, on les fait des miroirs. Et donc, avec 2000 images, était parvenu à avoir une collection de 12 000 images à peu près. Et donc, c'est à partir de ces 12 000 images qu'on arrive à entraîner la machine. Donc, comme je disais, donc ça fonctionne sur une similarité structurelle et une récurrence iconographique donc, des images. Et donc, on arrive avec ces données à les cartographier dans un espace hyperdimensionnel qui était appelé l'espace latent. Et donc, ça, c'est donc cet espace qui était une sorte de grille qui était organisée par similitude. Donc, on le voit ici. Donc, c'est une série d'images. Donc, les images qui ont des similarités se retrouvent à proximité les unes des autres. Et donc, on a cette grande marge. Et on pourrait dire on est lancé, c'est peut-être pas le bon terme, mais on entre dans cet espace latent de manière un peu aléatoire. Mais après, donc, on pouvait se déplacer
donc par la souris simplement, donc se mouvoir à travers ces images en temps réel. Et donc, ils se forment, donc en fait, ils sont générés par la logique et la dynamique comment on dit, de l'entraînement. Donc, ce n'est pas l'architecte qui déforme les images, mais qui se déplace et qui essaie de trouver, disons, donc en se déplaçant, les formes se transforment et on pourrait dire pour accompagner son travail réflexif ou de créatif. Donc, on peut dire que contrairement, on n'a pas l'image qui nous apparaît d'un coup, en tout cas, elle ne se dévoile pas immédiatement. Donc, c'est par ce déplacement, mouvement-déplacement au travers de cet espace latent, et donc par rapport aux images et l'interpolation, que et là, c'est là que je dis, il y a un côté très intuitif qui se fait. Donc, intuitivement, je pense que, où l'architecte dit c'est plus intéressant d'aller dans ce sens-là, c'est beaucoup plus fécond dans ce sens-là que dans de telle autre direction. Donc, il y a un déplacement qui s'opère dans l'espace latent. Et évidemment, donc, dans tous les processus créatifs, donc on n'a pas une idée très claire dès le début, mais au fur et à mesure donc, de la recherche, ben, finalement, les attentes et les intuitions finissent par se clarifier, hein, donc au fur et à mesure de l'exploration. Et donc, à un moment, donc, on se dit, ben, finalement, on arrive à que finalement, au tel point que finalement, les attentes initiales finissent par prendre forme. Et donc, on a des images qui sont retenues. Donc, on a finalement dit, ben là, c'est satisfaisant ce type d'image qui est proposé. Et donc, c'est ça qui devient, ben, je dirais projet, mais on voit qu'on est quand même ben là, à la fois dans les deux. Peut-être pour les plans, c'est plus près de l'architecture, mais là, donc, on était quand même dans l'exploration au niveau purement visuel. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une difficulté au niveau de la résolution à arriver à quelque chose de dire, ben, on s'en sert pour faire des plans, pour faire des modèles. Donc, on n'en était pas là. Mais il y avait quand même cette idée de développer au travers de cet espace latent. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est ça, pour diriger, donc cette intuition, pour diriger, il y a quand même des attentes minimales. On est quand même, on choisit ce type d'image parce que finalement, on a implicitement ou, des aspirations ou des attentes assez précises. Comme disait Stigler, l'attente de l'inattendu. Donc, on était déjà préparé même si on espère par ces outils arriver à de l'inattendu, mais quand même, il y a quelque chose comme ça qui se co-construit au fur et à mesure de l'exploration. Ouais. Oui, ces attentes, on pourrait dire, se matérialisent dans l'élément final. Donc, comme je disais au tout début, donc les explorations du Gand, donc c'est ça. Je sais qu'à Paris, en 2020, il y avait une exposition intelligence artificielle et architecture, où qu'il y avait quand même une présentation de plusieurs architectes qui employaient les gants. Donc, pour la façade et Stanislas pour les plans. Mais je dirais, puis en plus, c'était un groupe quand même relativement restreint de chercheurs, j'ai le sentiment. Et assez rapidement, donc, ça a été remplacé par les modèles de diffusion. Donc là, qu'on pourrait dire que l'ampleur a été beaucoup plus importante. Donc les gens je pense que n'importe qui parle avec ses étudiants ou des architectes, ben, presque tout le monde a testé donc ces modèles de diffusion comparativement au Gant, où là, on était vraiment dans un groupe beaucoup plus limité. Et donc, du coup, je ne vais pas m'attarder, disons, au mécanisme d'échange, hein, parce qu'on pourrait dire que c'est connu par tout le monde. Donc, c'est par la formulation mot, commande, commandement, donc ce qu'on appelle le prompt. Donc, c'est pas ça que je vais m'intéresser, mais là, je vais essayer de comprendre peut-être le basculement, mais comment que les architectes ont essayé pas de s'approprier, mais d'arriver à maîtriser ces processus de formulation. Et pourquoi, donc j'ai expliqué donc, il y a la lourdeur, pourquoi on a abandonné les gants assez facilement. Donc, il y a la question de la lourdeur de constituer ces banques de données, hein, qui était un effort, je dirais, colossal. Et en même temps, comme on l'a vu, c'est que finalement, la visée était relativement restreinte. Donc, on a des plans, on va arriver à des plans. On a des façades, on va arriver à des façades. OK, on était un peu limité dans le côté
comment je peux dire, de la visée de ces images. Et comme on dit, du coup, on n'a pas du tout ce problème avec les modèles de diffusion parce que cette banque de données est complètement est déjà là et elle est beaucoup plus presque abyssale. Hein. Et donc, c'est plus du tout le même problème et les mêmes enjeux. Et j'ai le sentiment qu'à la fois, donc, à la fois cette question d'efficacité et même, on pourrait dire, de la plasticité de l'évolution et pas de la même nature que les gants. Donc, finalement, le problème qu'on avait pour les gants, finalement, il était réglé, mais du coup, on n'aborde plus la question de la même manière avec les modèles de diffusion. Et donc, l'autre point que je voulais soulever, donc une des raisons aussi, c'est cette question de la capacité de ces moteurs à produire des images factures réalistes très, très rapidement. Et donc là, c'est Eric Tabouki, un artiste français, qui pratique en France, je pense qu'il est danois, mais c'est pas ça qui est important. Donc, c'est ça que ce genre donc, moi qui m'a fasciné. Donc ça, c'est le genre, on est tous confrontés à ces types d'images. Donc, qu'au premier abord, on dit, oui, c'est complètement réaliste. Et quand on se met à les regarder dans le détail, par exemple, l'image de gauche, on dit, il y a un problème. Soit l'homme du bas est très grand et celui en haut est très petit, ou il y a un problème de perspective. Et finalement, on est toujours dans une sorte d'étrangeté. Et après, quand on regarde cette structure, on se dit, comment ça tient concrètement? Donc, il y a toutes ces questions-là qui se posent. On est une sorte de familière étrangeté, il y a quelque chose qui nous perturbe, mais pas trop. Et en même temps, ce qu'on voit avec l'image de droite, donc en fait, ces artistes ont travaillé, donc il a peut-être fallu aussi replacer donc, le Third Atlas dans une série d'atlas qu'eux avaient. Il y avait comment je veux dire, le travail de photographier un peu à la Béchère, là, donc les châteaux d'eau, mais là, donc, se placer dans le paysage dans les régions françaises et de photographier donc ces lieux un petit peu abandonnés. Donc il y a une sorte de poursuite. Donc il y a on pourrait dire cette image du bas de droite. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais donc c'était le type d'image qui générait ou qui photographiait plutôt de manière donc essayer de trouver donc objectivement avec le ciel gris, etc. Donc on pouvait retrouver ça dans leur travail et dire bon ah oui ça peut se retrouver, mais quand on met justement on les adosse avec donc cette série d'images qu'on voit qui sont une sorte de variété ou de variation sur le même thème, et on se dit, là, il y a quelque chose on comprend que finalement, ces images, ils sont fausses, donc pour la question du faux, mais je dirais que moi, c'est pas ça qui m'intéresse, savoir si c'est faux ou ce n'est pas, mais quel type d'imaginaire on essaie de créer et qu'on essaie d'amener, donc c'est par ces familles de formes, et donc qu'est-ce qu'on essaie de générer. Et donc, là, c'est ça mon raisonnement, c'est comment déplacer ces questions à l'architecture et comment les architectes, donc parce qu'on est dans une sorte de découverte, de la nouveauté, donc dans ces créations réalisées à partir de l'aléatoire généré par le calcul. Parce qu'effectivement, c'est cet aléatoire que permet ces modèles de diffusion. Donc, comment on peut gérer tout ça? Donc, je dirais que pour l'instant, c'est assez difficile c'est quand même, on est vraiment dans un mode exploratoire, de saisir vraiment les implications ou ce que pourraient amener ces technologies d'IA pour l'architecture. Mais donc, comme je disais, c'est ça, moi, ça m'intéresse comment les architectes parviennent à explorer cet aléatoire et comment ils ont une prise, donc ça c'est la question de la technique, hein, comment une prise sur ces modèles de diffusion. C'est un peu ça qui m'intéresse. Et donc, comme on a vu, donc maintenant, on se déplace plus dans l'espace latent, mais c'est par un prompt qui nous permet de nous amener à un endroit très précis. C'est ce vecteur guide qui nous amène dans cet espace latent spécifique. Et du coup, on pourrait dire si on veut se déplacer, si on est dans la logique des gants, si on voudrait se déplacer, c'est impossible, mais on peut le faire par une reformulation. Donc, c'est par une série de reformulations et de séries de prompts qu'on arrive à s'approcher, c'est ça, de s'approcher disons, des attentes qu'on peut avoir. Et donc, comment on arrive à faire ça? Donc, une des pistes qui a été travaillée par certains architectes, c'est les modèles CLIP, pardon, pas sans S, donc Constructive Language Image Pre-Training.
Donc là, on pourrait dire, je ne sais pas si vous êtes familier, peut-être vous êtes très familier, mais donc c'est le sens inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un prompt puis de générer une image, c'est qu'on donne une image et on génère un prompt. Donc, vous pouvez trouver en ligne des applications qui vous permettent d'avoir ce genre de sémantique artificielle. Donc, comment l'ordinateur ou les automates arrivent à tirer de l'image la description de cette image. Et donc, on pourrait dire qu'il y a une sorte là, c'est plus un apprentissage machine, mais un apprentissage humain que finalement l'architecte comment dire, à la lumière de la manière de décrire ces images, ben, on pourrait dire qu'il y a une sorte de vocabulaire qui peut réemployer pour, on pourrait dire, être mieux compris d'une certaine manière par ces automates computationnels, puis du coup favoriser cet échange et de se dire, ben, OK, si lui pense comme ça, ben, du coup, ben, peut-être que c'est peut-être plus intéressant d'utiliser cette formulation que intuitivement ne viendrait pas de naturel, mais de l'appliquer. J'en Et donc, c'est ça. profite Donc, pour comment vous on dire, arrive... il reste 3 minutes. Ah ben c'est bien, j'ai presque terminé. Euh, donc comment il arrive à ajuster donc ces éléments? Puis c'est ça, parce qu'on ne peut pas dire, ça c'est Luongo qui parlait d'une sorte de lancer des dés, donc on écrit un prompt puis on voit une image et on voit que ça marche ou ça marche pas, et comme euh, est-ce que l'image nous convient ou pas? Et comme je l'ai expliqué juste avant, ben, finalement, les architectes ou les créateurs n'ont jamais, c'est une idée très, très précise. C'est vraiment en force de tester que finalement, au fur et à mesure de l'exploration, que des résultats, que finalement, les éléments apparaissent, ou en tout cas, se clarifient. Et donc, comment ça l'accompagne l'architecte dans ses créations? Donc, j'ai pris deux exemples donc de Mathias Del Campo et Manas Patias, donc qui vraiment, dans le milieu de l'architecture, c'est deux personnes assez importantes qui ont, peut-être pas monopolisé, mais qui ont une place sur le devant de la scène pour l'usage de l'intelligence artificielle en architecture. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces images? Donc, on s'aperçoit assez rapidement que finalement, on n'est plus tellement, notre mode d'évaluation n'est plus tellement dans une question des critères traditionnels, même on se pose pas, on est à peu près convaincu que l'idée, c'est pas de construire les images qu'on a, hein, parce qu'il y a une complexité assez effrayante, on pourrait dire. Donc, on peut dire que même s'il y a des images de projection comme ça, la ville ne sera pas comme ça demain, on a le sentiment, mais on est plutôt en train de construire une sorte de nouvel imaginaire via ces images et qui me semble intéressante pour montrer justement en creux, c'est quoi les attentes ou les aspirations que nourrissent, disons, certains milieux de l'architecture. Et là, c'est ça qui est assez étonnant parce que les architectes n'ont jamais été habitués de vraiment énoncer très clairement leurs intentions. Donc là, le prompt les oblige, disons, à dévoiler ou disons, à formuler leurs intentions pour leur exploration et donc à rendre explicite ce qui était réellement ou plutôt implicite. Et donc, j'ai le sentiment que par ce genre d'image, donc évidemment, c'est pas euh, comment dire, comme je disais, de construire, mais j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui donne une ouverture aux architectes on pourrait dire, de participer aux différents enjeux contemporains, hein. Là, on a affaire à une sorte de statement visuel qui permettent, disons, de participer au débat. Et je dirais que c'est pas une coïncidence que finalement cette hybridation ou une symbiose entre architecture et nature soit présentée dans ce type d'image, hein. C'est une sorte finalement, l'architecture doit arriver à incorporer, disons, la nature, ou en tout cas, de repenser architecture et nature, et justement cette distinction qui devient beaucoup plus floue entre artificiel et artificiel. Moi, j'ai le sentiment que c'est ça que nous dit ce genre d'image, et que finalement, la ville de demain, elle ressemblera peut-être pas exactement à ça, mais elle va finalement intégrer de manière beaucoup plus importante, donc nature et, euh, artificielle architecture, hein. Et ça aussi, j'ai le sentiment que ça vient consolider donc ce qu'on avait des sortes de spécificités de l'architecture. Donc,
pour les architectes, il y a eu un passage qui a été fait depuis une vingtaine d'années. Donc, on a abandonné un peu le concept d'espace pour parler d'ambiance. Et j'ai le sentiment que finalement, ces images viennent consolider, disons, que ce passage, que finalement, ce n'est pas tellement l'objet édifice ou même l'espace tel quel qui intéresse les gens qui produisent ce genre d'image, donc l'espace rationnel, mais c'est plutôt cette ambiance qui vient résonner avec des intentions conceptuelles. C'est plutôt ça qui est cherché. Et donc, ces moteurs permettent justement d'accomplir ce passage de l'espace comment on dit, à l'ambiance et surtout, paradoxalement, donc ces ambiances est liée à des détails, des objets, la minutie presque chirurgicale de ces détails insignifiants que nous permettent ces différents moteurs, hein, donc, et c'est ça qui donne vie, disons, à cette architecture. Et donc, pour terminer, pour le dire, on peut dire simplement, ou de faire une sorte de synthèse, donc c'est une sorte d'obligation, donc, on va dire, inhabituelle pour les architectes de dénoncer leurs intentions et leurs attentes, hein, donc, de cette façon un peu particulière. Et cette facture, en disant, hyper réaliste de ces images générées, donc, moi, amène quelques questions, hein. Et donc, la question, ce n'est pas tellement l'intelligence de ces technologies, mais bien comment on se les approprie, qu'est-ce qu'on cherche à exprimer. Et c'est dans ce sens-là que j'ai le sentiment que qu'est-ce que nous disent ces images, donc dans cette création d'un imaginaire, c'est, disons, de montrer la sorte de tendance ou vers quoi tend ou devrait tendre l'architecture. Et donc là, j'ai le sentiment que de ces deux images, donc on a justement cette combinaison que l'architecture doit intégrer, donc artificielle, architecture et nature, hein, d'une sorte de combinaison, ou dans l'image de droite, donc c'est cette sorte de vie que finalement dans les architectes, on a essayé de l'intégrer de manière, d'une certaine façon, tandis que là, il y a une sorte de... Ces modèles de diffusion nous permettent d'amener ce côté vivant, habité, qui était un petit peu difficile. Donc, je pense que ce que moi, ces images, au-delà de l'architecture elle-même, c'est des tendances que, on pourrait dire, que l'architecture prend. Et là, on a une sorte de statement visuel de la position des architectes par rapport à ça. Donc, voilà, je vous remercie de votre écoute. Alors, donc un grand merci. C'est vraiment absolument passionnant de vous entendre. C'est extrêmement stimulant de voir justement cette concrétisation de l'intelligence artificielle pour les explorations architecturales. Et on sent bien d'ailleurs qu'actuellement, on est dans un mode d'exploration, hein. Toutes les disciplines créatives sont dans un mode d'exploration. C'est tellement neuf. Je pense à un colloque en Grèce où je suis allée récemment, où il y avait beaucoup d'architectes présents et de designers. Et donc, il était toujours à essayer de voir comment on va Oui. s'approprier concrètement ces moyens. Et je suis présentement, en fait, dans un colloque qui porte sur la fabrique du détail. Donc, je trouve absolument intéressant, justement, vos remarques en particulier sur la question du détail. Comment l'intelligence artificielle et les modèles, justement, génératifs de diffusion et de large language model permettent d'aller justement dans ce détail. Alors, j'ai beaucoup de questions, évidemment, sur les Oui. questions théoriques que vous avez abordées. Maintenant, peut-être j'irai dans les questions très, très pratiques parce qu'on a Oui. l'impression aussi que les LLM renversent d'une certaine façon aussi le processus architectural dans la mesure où, évidemment, pour un designer, pour un architecte, de concevoir une image réaliste telle que celle que vous nous avez présentée, Oui. être dans un processus d'essai et d'erreur et d'avoir des images comme ça, évidemment, ce serait très consommateur de temps pour l'architecte qui va avoir tendance justement dans le processus de design à commencer par l'esquisse. Et l'esquisse l'amène justement jusqu'à l'image finale. Donc là, ici, on a cette inversion puisqu'on peut générer de la variation très rapidement à l'infini d'un principe, toujours avec l'instruction verbale qui peut nous dire, ben voilà, là, je voudrais que les fenêtres soient rondes, là, je voudrais qu'elles Oui. soient comme ça, je voudrais avoir un modèle d'hybridation nature, culture, etc. Tous ces essais qu'on essaie par les prompts. Alors, peut-être je vais essayer de formuler sur une question. Qu'est-ce que vous en pensez en termes de changement méthodologique que ça amène pour le concepteur, pour le designer, dans sa façon même de penser
euh, depuis l'esquisse jusqu'au modèle, à la réalisation, à l'esthétique finale, à l'esthétique. Si cette inversion est utile pour l'architecte, finalement, peut lui apporter d'autres principes créatifs, d'autres façons de faire également. Ma deuxième question serait, parce qu'on le voit dans les larges langages modèles, il y a peut-être l'illusion, évidemment, que c'est des images extrêmement spectaculaires, générées très rapidement. Et est-ce qu'il n'y a pas la difficulté, justement, d'arrimer, parce qu'on sait comment l'architecture est arrimée à un principe de réalité qui est très fort, donc, de générer des imaginaires, somme toute, extrêmement beaux, qui sont presque cinématographiques dans ce sens, mais comment arriver à concrétiser ces visions? Est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à concrétiser ces visions donc dans le processus inversé au détail, en fait, au plan d'architecte, en fait? Ouais. Ben, merci. Oui, je vais essayer de répondre. Même, je dirais que c'est ça cette question. Moi, surtout, je regarde depuis 60 ans, pas moi depuis 60 ans, mais comment les architectes s'approprient les technologies. Puis à chaque fois, c'est ça, c'est qu'on voit que c'est pas la technologie qui amène les questionnements, c'est qu'en fait, il y a des tendances qui sont en cours et finalement, certaines technologies viennent poursuivre cette tendance qui était déjà existante. Euh, pour la question de l'inversion, c'est effectivement c'est assez troublant parce que même parce que dans les gants, il y avait cette possibilité de sorte de partir de quelque chose de beaucoup plus flou et d'affiner un résultat, tandis que là, il y en est vraiment dans le sens inverse. Euh, et donc, du coup, ça l'emmène, je dirais, côté même presque dangereux, parce que j'ai le sentiment pour le regarder, c'est quand même assez récent, donc on est dans le mode exploratoire, mais quand on voit quelqu'un qui a déjà une pratique et avec des ordres d'intention beaucoup plus clairs, euh, ce basculement s'opère relativement facile parce que justement, il est capable déjà de formuler des idées qui étaient déjà en maturation. Et donc là, il y a une sorte d'exploration qui peut, par un autre biais, tandis que pour le voir, depuis une année ou deux avec les étudiants, là, j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a vraiment une sorte de gêne de dire, comment je peux valider ce que je présente? Parce que justement, je Oui, suis déjà dans le concret. Là, il y a vraiment une sorte de recul et du coup, on se retrouve avec une sorte je sais pas si c'est une gêne, mais de dire, je suis vraiment pas convaincu de ce que je vais avancer, donc je vais me rabattre sur des genres de canons pour lesquels on n'est pas du tout capable de se tromper. Et c'est pour ça que je disais quand les architectes semblent participer à la discussion, en fait, ils enfoncent aussi j'ai le sentiment un peu des portes ouvertes à dire, finalement, il faut faire cohabiter l'habitation. Et donc, on a une sorte de... Parce que justement, on est une sorte de dévoilement presque à nu justement par ces images. Et du coup, du coup, ce qu'on avance paraît beaucoup plus clairement. Et donc, j'ai un bâtiment bleu, mais on est beaucoup plus gêné de l'affirmer de telle manière. Je dis n'importe quoi, mais et du coup, il y a une sorte de restriction qui s'opère justement par cette inversion. C'est que finalement, on essaye de. Et c'est pour ça que je dirais que les architectes qui sont plus avancés, ou en tout cas qui ont une formation qui venait avant tout ça, ce renversement se fait plutôt bien parce que justement, ils ont une sorte de confiance à ce qui amenait, puis ils l'ont déjà testé de différentes manières. Mais on le voit bien avec les étudiants que là, il y a vraiment une sorte de. On nous ramène du Mies van der Rohe, on nous ramène, on dit, ah oui, ça, c'est les canons qu'on connaît puis qui sont bien. On va vous faire de l'architecture moderne parce qu'on sait que ça peut fonctionner. Mais du coup, on n'est pas. Je dirais que c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là. Et du coup, je reviens sur la deuxième question, du coup, cette côté illusion ou côté de la réalité, c'est ça. Donc là, je dirais que vu que c'est tellement exploratoire, mais il y a Samuel à l'école qui teste ces genres d'éléments et on a vu que justement pour la création de l'univers ou de l'imaginaire, ces outils étaient utiles, mais quand on devait passer à des plans dans le détail, là, on oui, n'y arrivait pas du tout. Parce que oui, justement, il y a oui, des incohérences qui fait que dès qu'on veut aller c'est ça, l'élection du détail est intéressante parce que on a beaucoup de détails, mais on ne les contrôle pas très bien. Et du coup, oui. c'est ça. Et du coup, donc les étudiants ont parti d'une sorte d'image et finalement ont dû, par des outils très traditionnels, donc des modeleurs, Rhino, Grasshopper et tout ça, de
pour la concrétiser, pour le rendre réaliste, on est obligé de passer par d'autres modeleurs ou d'autres outils. Et je dirais que, mais en même temps, c'est sûrement, donc c'est peut-être pas représentatif, mais j'ai le sentiment pour regarder depuis plus longtemps, c'est que finalement, les architectes, ils ont l'habitude de naviguer en différents outils. Et donc, j'ai senti, pour l'instant, en tout cas, ces outils nous permettent d'avoir ce type d'image qu'on dit, ah ben, qui est assez plus clair ou assez rapidement qu'on peut obtenir, mais après, ça nous oblige avec d'autres outils de un peu peaufiner pour arriver à si on veut le construire. Donc, on va être obligé de passer par même Revit ou AutoCAD pour arriver à le construire. Mais, et donc, on pourrait dire, ça devient assez ciblé et ça m'a fait penser à quelque chose. Je ne sais plus. Mais du coup, c'est ça. Et donc, ça devient un petit peu compliqué pour les étudiants de ne pas être pris sous l'emprise de ces images. Et on le voit entre Mm. les étudiants de quatrième année et de première année. C'est vrai que du coup, quand en première année, c'est que l'image qui est apparue, c'est la bonne image. Et du coup, moi je trouve, c'est d'essayer de déconstruire ou arriver à les faire sortir de cette emprise de cette image qui sont assez, même, sont fabuleuses, ces images sont quand même Ouais, ouais. impressionnantes. Donc, comment arriver à avoir. Et donc là, je voudrais qu'il y ait pas des ajustements, mais il y aura quelque chose à faire. Donc, puis c'est un peu comme toutes les technologies. Donc là, on est vraiment dans un moment d'expérimentation et de fascination pour tout ça, qui même, je dirais, qui est déjà un petit peu en train de pas se dégonfler, mais que là, on se dit, ah ben, OK, on peut faire que de l'image et donc là, on est en train de voir ben, concrètement qu'est-ce qu'on peut en faire de cet imaginaire qui est en train de se produire. Et c'est pour ça que moi, j'ai le sentiment que ben, concrètement, pour la réalité construite, ça va être plutôt encore de manière un peu traditionnelle, mais là, je trouve que, je sais pas, mais là, les architectes peuvent participer à la discussion sur l'anthropocène et tous les enjeux. Donc, parce que, bon, au niveau de la parole, on n'est peut-être pas les gens les plus efficaces, mais là, on est capable de proposer un visuel qui permette Mm. d'accompagner ces enjeux écologiques, dramatiques, je ne sais pas, mais et donc là, l'architecte, là, je pense qu'il y a peut-être une possibilité que là-dedans, que la réalité va pas trop. Parce que moi, quand j'ai regardé les années 90, on s'est aperçu que ben, finalement, les architectes, ça n'intéressait pas trop de construire ce qui générait par les logiciels de simulation et d'animation. Et là, il y a peut-être, je pense qu'il va y avoir un moment comme ça que finalement, ce ne sera pas tellement pour construire, mais pour justement prendre une place dans les débats Mm. actuels et criants et urgents Ouais. d'écologie. Mais c'est vraiment intéressant. En fait, ce qui est intéressant les différentes disciplines artistiques ou créatives qui vont justement explorer, c'est le point de vue de l'architecture est très particulier justement à cause de Mm, son ancrage très, très fort dans le principe de réalité. mm, Principe de réalité qui va autant sur comment je fais faire pour réaliser telle chose et comment mm, ça va coûter de réaliser telle chose aussi, hein, toutes les dimensions économiques, toutes les dimensions aussi sociétales qui font partie de l'approche architecturale. Donc, je trouve que la posture architecturale est particulièrement intéressante d'un point de vue intermédiaire pour comprendre mm. ces images. Donc, peut-être, bon, simplement pour vous dire, je ne veux pas faire un commentaire très long, Gabriel, hein, puis vous pouvez intervenir juste en levant la main si vous voulez faire, mais tout simplement pour dire aussi que Michael va bientôt aussi parler, puis ensuite, on va faire une discussion entre vous deux, ce qui est vraiment entre tout le groupe, là, si vous voulez. Peut-être juste avant de vous passer la parole, Michael, je voulais mentionner une toute nouvelle approche. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je dois dire que c'est Samuel Choniecki, l'autre semaine, qui nous a lancé ça. Puis j'ai fait un petit peu de recherche là-dessus, ce qu'on appelle les RAG. Un autre, on dit encore un autre truc, les RAG, qui sont là pour Retrieval Augmented Generation. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je trouve que c'est vraiment intéressant cette piste. Donc, c'est tout à fait récent. Et cette piste, qu'est-ce que ça fait? Puis vous l'avez bien montré, entre les GAN, hein, on voyait qu'il y avait un corpus quand même bien défini, votre étudiante par exemple, ou même les plans de l'appartement, un corpus défini, puis on sait que la difficulté dans le GAN, c'est d'aller chercher suffisamment d'exemples pour arriver à un résultat avec tout ça. Puis là, vous avez d'un côté justement les modèles de diffusion. Puis qu'est-ce qu'ils font les modèles de diffusion pour créer l'espace latent? On le sait, ils marchent par approximation dans une région, hein, c'est vraiment ça, c'est le minuscule région qui va être saisie. Et puis là, tout à coup, c'est un processus complètement ouvert.
c'est le web, c'est l'infinité des images qui devient la base. Alors, on est un petit peu perdu aussi à cause de ça, parce que ce qui est difficile à manipuler, justement, on va donner un prompt et tout, puis là, il va nous produire une image, et puis c'est pas facile quand même d'aller avec le prompt raffiner ce qu'on souhaite vraiment. Puis donc, je voulais simplement vous mentionner qu'à mon avis, c'est intéressant de voir ce qui se passe avec les RAG. Ce que c'est que on va aller créer une bibliothèque de données, une banque de données, donc la base, au lieu d'être tout azimut, ça va greffer, avant qu'on arrive dans le modèle tout azimut, une série d'images très particulières que le concepteur veut avoir. Par exemple, je veux avoir un style Frank Lloyd Wright, d'accord, mais je vais donner ce corpus, ou bien je veux montrer ce que j'ai déjà fait comme créateur. Mon corpus, c'est moi, c'est mes créations antérieures. Je les donne à la machine, ils n'ont pas besoin d'être à coups de milliers. Je les donne à la machine et puis ça va donner, avant que la machine, un diagramme aiderait de voir, avant que la machine tombe dans l'abyssal, comme vous dites, il va y avoir une espèce de corpus comme ça, intermédiaire, qui va venir préciser les besoins, qui va venir orienter davantage la démarche. Donc, je voulais juste vous signaler comme quelque chose que j'ai découvert tout récemment, mais que je trouvais qu'il pourrait être une piste très, très intéressante pour justement travailler le principe de réalité du côté de l'architecture, en fait. Oui, Alors, je voulais juste le signaler. merci, je ne connaissais pas. Oui, c'est assez, ça sent, et puis c'est tout à fait nouveau, hein. C'est Samuel qui nous a pointé ça je pense, il y a 2 semaines quand il est intervenu. Et donc, en allant voir et en essayant de comprendre comment ça fonctionnait, je pense que ce serait vraiment une piste intéressante pour vous d'aller voir. Puis il y a cet effort justement de dire, mais c'est très beau, mais d'abord, il y a le problème d'opacité, comme on sait. D'où ça vient? C'est quoi les sources exactement? C'est bien beau, mais c'est quoi la source de l'image? Alors qu'avec un processus comme ça va permettre de répondre un peu à la question de l'opacité des sources. Donc, commentaire. Écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être Fabien, hein, qui est un ancien, en fait, j'aime bien le dire, un ancien étudiant de l'Université Laval depuis bien des années, qui est maintenant professeur à l'UQAM, qui s'intéresse à l'intelligence artificielle autour d'autres questions maintenant, mais peut-être des questions de designers qui vont surgir, Fabien. Alors, donc, je vais maintenant passer la parole à Michael. Donc, peut-être juste avant, Gabriel, tu pourrais nous donner des éléments de la biographie de Michael. Et puis ensuite, voilà, on enchaîne. Puis ensuite, on recommence pour la discussion, cette fois-ci avec toi, Michael, et avec Sébastien également. Donc, notre deuxième intervenant de l'École d'architecture de l'Université Laval, donc les intérêts de Michael dans la recherche se portent sur une reconsidération de la personne et du milieu à travers les technologies de l'information contemporaine, du code et de l'incarnation, le embodiment. Avec le soutien du FRQSC, il a lancé en été 2023 le projet Masque du génie du lieu qui vise à développer un instrument algorithmique pour caractériser les rues à l'échelle de la province du Québec. Avant de rejoindre l'École d'architecture de l'Université Laval en 2019, Michael a travaillé comme chercheur et chargé de cours au département de la théorie de l'architecture et de la philosophie de la technique, ATTP, de la Technology University of Vienne, en Autriche. Ses travaux de doctorat qui conjuguaient philosophie, géologie, architecture, urbanisme et économétrie spatiale ont été réalisés dans le cadre du projet Deep City au Laboratoire d'économie urbain et de l'environnement, le LEURE, de l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Donc, je laisse la parole. Merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup, René, pour l'invitation. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. J'ai changé de micro. Donc, en fait, j'ai des choses que je pourrais partager si jamais ça s'avère pertinent pour la période de questions ou de la discussion. J'ai plutôt préféré m'organiser un petit peu avec des notes. Donc, je vais partager plutôt une série de peut-être ce que j'appellerais des figures de pensée.
En fait, donc je parlerai pas beaucoup des côtés techniques, en fait, de l'intelligence artificielle ou des algorithmes avec lesquels je travaille dans ma recherche ou avec mes étudiants. Bah, j'ai peut-être le support visuel est un petit peu derrière moi, donc mon affiche pour mon atelier d'architecture de cette session-ci, où on travaille beaucoup de la narrativité et les récits autour du projet. Et c'est peut-être pour moi une des façons d'aborder une sorte d'architectonique, en fait, qui se construit sur ce qui pourrait être généré par des algorithmes ou repéré par des algorithmes. Et de l'autre côté, le projet dont Gabriel a parlé, Masque du génie du lieu, où j'utilise surtout l'algorithme principal, c'est des cartes auto-adaptatives bidimensionnelles et unidimensionnelles pour caractériser les rues dans un espace haut dimensionnel de la province du Québec. Ben, j'ai appelé ça un prototype parce que idéalement, ce serait l'ensemble de la planète. Mais bien sûr, même avec l'Alliance numérique du Canada, il y a des limites de computationnel avec tout ça. Donc, j'essaie de commencer petit et d'agrandir par la suite. Donc, j'ai organisé mes propos aujourd'hui, en fait, autour de trois figures de pensée. J'oserais pas dire que c'est une approche panoramique. Je pourrais pas faire une sorte d'état de l'art de ce qui se fait actuellement. C'est plus ce avec les idées avec lesquelles je pense actuellement. J'avais nommé mon exposé aujourd'hui IA et IA, donc intelligence artificielle et invention architectonique. Euh, J'arrive en fait à aborder création et imitation, création en architecture par imitation et invention en me référant en fait en premier à cette histoire que raconte Cicéron, en fait, dans le deuxième livre de l'invention oratoire, où il parle en fait d'une scène en fait ou d'un scénario où Zeuxis d'Héraclès doit peindre un tableau en fait de Hélène de Troie et il doit donc, Hélène de Troie étant une figure mythique, doit incarner une sorte de beauté parfaite. Et donc, pour ce faire, il dit, bah, ceci n'existe pas, cette beauté parfaite n'existe pas dans le monde réel, mais se trouve peut-être dans un ensemble de modèles incarnés par différentes personnes de la ville. Donc, il a demandé des plus belles filles, hein, parce que c'est l'histoire de l'époque, les plus belles filles de la ville, qu'elles viennent être ses modèles, en fait, pour son, euh, son chef-d'œuvre. Et c'est un exemple qui est cité par les architectes quand on parle en fait du rôle de l'imitation en architecture et du rôle de l'invention. Et donc, je différencierais peut-être l'acte de création que parfois on peut associer plutôt à une sorte de création ex nihilo ou qui peut-être par moment est teinté par une sorte de romantisme du génie artistique, pour l'amener vers l'imitation et l'invention qui ramène en fait l'idée que nous choisissons selon des choses qui se trouvent déjà dans le monde dans lequel on est né et que nous héritons en fait de nos prédécesseurs et que nos prédécesseurs ont eu à tenter de comprendre, de gérer, aussi à imiter nés aussi dans un monde qui ne leur ressemblait pas, en fait. Donc, il y a aussi un aspect d'apprentissage à vivre dans un monde qui n'était pas parfaitement fait pour nous, que je trouve aussi intéressant comme universitaire. Et donc, cette scène, en fait, de Zeuxis, d'Héraclès, est citée dans un livre qui s'appelle, que j'utilise dans mon enseignement, qui s'appelle Architecture, Liberty and the Civic Order. C'est de Carol Westphal, un historien de l'architecture, qui, en fait, constatait qu'il y avait une perte graduelle d'intérêt et même une sorte de respect pour le mimétisme, en fait, pour l'imitation en architecture. Il le voyait, je pense qu'il le voyait aussi plus large, mais c'est l'architecture que je voudrais plutôt traiter aujourd'hui.
peut-être avec une influence de Hegel, l'arrivée des sciences sociales qui commençait à mettre l'être humain un petit peu sous la loupe analytique, on a tendance à remplacer en fait le canon avec ce qu'on appelait à l'époque les influences, en fait. Donc géologie, climat, culture, etc., l'image que je vous donnerai, c'est l'arbre, un arbre qui a été présenté par Bannister Fletcher, qui est une sorte d'arbre d'architecture avec les influences en bas et les différentes nations, en fait, avec leurs architectures qui montaient jusque vers, pour le 19e siècle et un penseur américain, l'architecture américaine au summum. Donc, c'est une représentation de l'époque qu'on trouvait problématique qu'on trouverait problématique aujourd'hui parce que non seulement ça développe une sorte d'hiérarchie, en fait, dans toutes les références, alors qu'aujourd'hui, on est plus dans un espoir, en fait, ou un système de valeurs qui voudrait augmenter le nombre de sources et de canons auxquels on fait référence. Mais aussi, ça aplatissait en fait les influences et coupait un petit peu pour Westphal, avec la tradition en fait. Et la tradition qui était quelque chose dont il y avait des projets, des références qui méritaient d'être imités. Et donc, on fait face un petit peu, et je pense que c'est un petit peu la même chose aujourd'hui, que le canon, en fait, donc ce sont des exemples à suivre, ce sont ceux qui incarnent, ceux qui incarneraient, en fait, dans le classicisme, un mariage du beau, du bien et du vrai. Euh, la copie est peut-être, la copie est peut-être de plus en plus, ou a été longtemps mal vue, en fait, parce qu'on voulait justement se libérer du poids des références et de l'histoire et de la tradition, en fait, pour se libérer de ce poids, en fait. Et Westphal nous rappelle tout de même que pourtant, on, on peut apprendre à imiter un copiant. Et nous le savons bien sûr par expérience que parfois en apprenant par des expériences corporelles, que nous apprenons à marcher, nous apprenons à faire de la gymnastique en regardant aussi les autres faire et en essayant de faire un peu comme eux et après on fait à notre façon. Et peut-être on peut même faire mieux. En fait. Donc c'est quelque chose qui rejoint un aspect peut-être humain qui est assez bien ancré. Et en architecture, on le sait aussi par l'apprentissage qu'on apprend en faisant, c'est-à-dire qu'on prend, on apprend et peut-être éventuellement on comprend. Ce qui est curieusement l'inverse en fait de ce que, du moins à l'Université Laval, est proposé comme l'ordre pour l'apprentissage dans leurs sciences de l'enseignement. Dont, en fait, dans l'apprentissage de l'architecte, l'utilité des stages, bien sûr, et dans d'autres domaines artistiques. Mais avec le canon, avec les exemples qui méritent d'être imités, l'hypothèse qu'il y a quelque chose d'invariant qui est transmis par les objets du monde et qui mérite d'être imité. Cela nous permet aussi de développer le jugement, un jugement de comment sélectionner, en fait, de comment faire des choix à des moments clés dans un projet en regardant les choix qui ont été menés par le passé. Et ça pose un petit peu problème, peut-être, ou ça dépend de comment on le voit, que toute source, bien sûr, n'est pas égale, en fait. Et la valeur d'une œuvre n'est pas donnée, mais doit être démontrée. Et pas nécessairement expliquée non plus, parce que ça nécessiterait une analyse de choses qui parfois résistent aux mots, en fait. Et donc ça, c'est peut-être une dimension de quelque chose de transcendantal ou presque par même religieux qui peut nous mettre un petit peu mal à l'aise, de mythique, en fait, dans la force iconique de certains exemples. Donc, le problème de la sélection du canon, je l'aborde je travaille quand même pas mal avec la pensée de Michel Serres dans mon travail, avec l'idée du canon, on pourrait dire l'associer un seul et unique canon à un soleil, à un seul et unique soleil, source du savoir, qui occupe une place privilégiée et qui peut même bloquer l'accès aux autres. Il propose plutôt un nouveau modèle du savoir qui serait, en disant à sa façon, abat la naine jaune, en fait, la naine jaune qui est notre ciel, notre étoile, notre petite étoile de notre système solaire.
et donc, l'éloge qu'il fait, en fait, pour le savoir, le modèle du savoir qu'il fait, c'est le ciel étoilé, en fait. Donc, on pourrait voir de façon, comme le canon, disons, les potentielles sources du canon ou d'un travail canonique se multiplient comme maintes sources de référence. Donc, il y voit, et je le suis, dans une piste en fait de réconciliation entre l'humain et la biosphère, parce que, comme Serre remarque dans une conférence qui s'appelle L'information et la pensée, tout pense, en fait, tout traite, stocke, émette et reçoit de l'information. Et donc, nous sommes tous ensemble, disons-le comme ça dans le modèle, sous la voûte céleste commune, en fait. Donc, nous trouvons sous les mêmes étoiles, même si on ne développe pas les constellations peut-être de la même façon, que toutes les étoiles n'ont peut-être pas la même importance. Donc, il s'agit moins d'insister sur un seul et unique canon, mais d'apprendre à être canonique, c'est-à-dire de faire une sélection judicieuse de ce qui retient notre intérêt du monde qui nous a précédés. Et on fait cela dans un corps mimétique. Donc, le corps mimétique, ça rejoint ou ça aide à comprendre, en fait, notre allergie envers l'imitation à cause de la copie, parce que nous avons dans nos racines anthropologiques, que nous avons un petit peu observé, que les anthropologues et ethnologues ont observé de différentes façons dans l'ensemble des cultures humaines, euh, le, le, la- le modèle, en fait, mimétique, c'était surtout développé par René Girard, qui l'avait publié dans plusieurs livres que je vais partager avec Gabriel, si je n'ai pas le temps de les citer, mais qu'avec l'imitation, entre communautés humaines, l'imitation pose un certain défi parce que nous pouvons tomber dans une rivalité mimétique. C'est-à-dire que nos fondements culturels, en fait, celui qui nous copie nous menace ou peut nous menacer lorsqu'il commence à trop nous ressembler et cette ressemblance devient rivalité. Donc, pour se protéger, parfois on dit, je ne veux pas avoir de référence, je veux plutôt je veux pas être accusé de copier, mais le risque, c'est de couper en fait cet autre aspect du mimétisme qui est le fait qu'on apprend. On apprend des autres, on apprend de ce que les autres aussi ont fait. Et nous voyons en fait que nos fondements culturels cherchent à éviter l'effondrement de la communauté et on cherche à canaliser cette violence-là. Une violence qui allait par le passé vers le bouc émissaire ou un individu en particulier pour résoudre les conflits intestins. Mais aujourd'hui, nous vivons à une échelle, en fait, où personne ne peut être vraiment exclu de la communauté. Donc, on n'a plus vraiment ce dehors. Et ce dehors-là, encore plus que ce, ce, le- les, euh, cette tentative de dévier de la violence en dehors de la communauté va vers la planète, en fait, que nous constatons que notre symbiote, ce qui est la biosphère, nous sommes en train de le menacer. Donc, euh, le problème, en fait, ou le paradoxe, parce que c'est pas vraiment, ou l'obstacle, parce qu'on ne peut pas vraiment le résoudre, c'est que cette descente vers cette violence intestine dans le modèle mimétique est inévitable et que les cultures, en fait, que nous devons apprendre à les gérer. Il y a également, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une explication biologique pour ça, les neurones miroirs. En fait, vous avez peut-être entendu parler de ça, peut-être dans une autre séance, vous l'avez abordé, et d'autres peuvent l'aborder mieux que moi, certainement. Mais je pense notamment à ce livre de Marco Iacobani, Mirroring People, The Science of Empathy and How We Connect with Others, mais aussi un autre livre peut-être plus philosophique qui est publié par Nidesh Latu en 2022, Homo Mimeticus, A New Theory of Imitation. Et donc cette théorie mimétique, en fait, là où je veux venir, c'est en partie quelque chose que nous apprenons à projeter et construire dans nos technologies. C'est là où je suis en train d'en venir. Euh, pour résumer, en fait, je vais résumer en fait la théorie mimétique de Girard en juste lisant ce que Serre a dit sur lui, sur sa pensée lors de son discours de réception
à l'Académie française autour de 2007. Serre écrit: Anthropologique et tragique, le modèle que vous proposez à notre méditation, en illuminant notre expérience, part du mime et du désir qui en découle. Telle aime la maîtresse de son ami ou l'ami de sa maîtresse. Telle autre jalouse la place de son proche voisin. Quel enfant ne s'écrie « moi aussi » dès que frère ou sœur reçoivent un cadeau, et quel adulte peut se défendre d'un même réflexe. L'état d'ego crée une rivalité qui, en retour, nous transforme en jumeaux, réattisant à la fois la haine et l'attirance. Le paysage entier des sentiments violents, des émotions de base, divers et colorés en apparence, jaillit de cette gémellité uniforme et pourtant productive. Nous désirons le désir nous fait même, le même fait désir, qui se reproduit monotone sur la double carte de tendre et de haineux, que vous dessinez avec le pinceau du mime. Le vous, c'est Girard. Mieux encore, ce mimétisme jaillit du corps, du système nerveux comprenant ces neurones miroirs découverts récemment par des cognitivistes italiens et dont nous savons aujourd'hui qu'ils s'excitent aussi bien lorsque nous faisons un geste qu'au moment où nous voyons un autre le faire, comme si la représentation équivalait à l'acte. Ainsi, le mime devient-il un des formats universels de nos conduites. Nous imitons, nous reproduisons, nous répétons. La réplication propage et diffuse les désirs individuels et les cultures collectives, comme les gènes de l'ADN, reproduisent et disséminent la vie. Étrange dynamisme de l'identique dont l'automatisme répondant, répliqué indéfiniment, l'automatisme redondant, répliqué indéfiniment, va se répétant. Donc, nous avons, en fait, du monde culturel, en fait, cette pesanteur de la violence mimétique qu'il faut apprendre à inverser. Et dans le monde occidental, cet inversement-là se fait avec le modèle de Jésus, en fait, qui dit « Imitez-moi, pas votre prochain », parce que lui, il sait, il va quitter ce monde, donc il ne sera plus, donc il envoie le rival dans l'au-delà. Mais nous, en architecture, nous comprenons aussi ces enjeux de pesanteur et de grâce, de l'inversement, parce que nous construisons des cathédrales, en fait. Et pas seulement des cathédrales, nous devons apprendre à inverser la pesanteur, la gravité. Donc, on travaille à retarder l'effondrement inévitable du monde, ou si vous voulez, on peut faire une référence avec ça à l'idée de l'entropie. Donc, d'un côté, du milieu bâti, mais de l'autre, avec la crise climatique, de retarder, on espère, voire empêcher l'effondrement précoce de notre biosphère, en fait, donc de la violence l'énergie violente que nous dévions vers la biosphère. Et je commence le troisième et dernier chapitre, que j'ai nommé, en fait, nommons intelligence artificielle et invention architectonique. Donc, si on est tous sous la voûte céleste, en fait, et nous pouvons imiter le modèle de cette voûte céleste-là, dans une idée que tout pense, donc dans une idée qu'il y a une intelligence artificielle qui se trouve aussi déjà dans le monde, en fait, d'une certaine manière. Et pour donner l'exemple, je prendrai une histoire de la légende de Thalès, en fait, Thalès qui est allé visiter la pyramide de Giza dans l'espoir de pouvoir mesurer la hauteur de la grande pyramide, et qui, puisqu'il ne peut pas le grimper, en fait, il ne peut pas le mesurer directement, il développe en fait une technique de le mesurer indirectement en, en, en- en plaçant sur le sol, en fait, ça dépend de la version de la légende, mais parfois c'est son corps et son ombre qui mesurent, ou c'est un bâton qui place dans le sable et qui regarde en fait le soleil, qui laisse une trace sur le sol, et il trouve une proportionnalité entre les deux en fait, les deux hauteurs, en fait. Donc, il est capable de laisser, en fait, dans les paroles de Serre, Michel Serre qui raconte aussi cette histoire-là, c'est qu'il laisse le soleil parler de ces deux éléments verticaux. Il laisse le soleil parler de deux références. Donc, les traces sur le sol, donc on peut reprendre l'idée de la disposition architectonique de Vitruve, de l'ethnographie, donc la trace au sol. On a les deux éléments verticaux que nous avons traduits en fait comme élévation, mais qui s'appellent aussi orthographie chez Vitruve. Et on laisse
le Soleil, c'est servir comme point de vue, mais un point de vue qui pourrait être multiplé, donc qui est aussi dans ce qu'on pourrait associer à la scénographie, qui est devenue plus tard la perspective avec la géométrie projective. Donc, avec analogie et proportionnalité, avec le théorème de Thalès, on a une sorte de modèle de la mise en relation de deux entités qui seraient autrement incommensurables et qu'on arrive à se faire rencontrer, en fait, sous le soleil. Ou comme dit Serre, en fait, dans son livre Géométrie, où il parle de cette légende, elles sont autres quand elles sont seules à seules, face à face, mais même à quelque chose près, par rapport à un troisième terme, l'unité de mesure prise pour référence ou règle. Situation triangulaire intéressante et bien connue du mimétisme. Deux différences, localement irréductibles, sont ramenées à la similitude par un point de vue extérieur. Donc, avec la disposition architecte de Vitruve, si on voudrait tenter de le mettre un petit peu à jour, iconographie, scénographie, orthographie, je proposerais, en m'appuyant sur d'autres auteurs que de nouveau je partagerai avec Gabriel suite à la conférence, que l'iconographie ou les traces au sol, cette continuité du soleil au sol, ce sera le domaine du continu. Le continu qui serait une domaine, on pourrait dire peut-être hautement dimensionnel, en fait, parce que dans une infinie même si c'est un temps circulaire. L'orthographie ou la rectitude verticale sera l'élévation, ou en architecture, dans le dessin, l'élévation vue de l'infinité, serait hors le temps et hors l'espace et constitue en fait le discret. En fait, la façon de discrétiser ou de séparer, de se segmenter, partitionner le continu. Et donc, la scénographie sera ce point de vue-là irrationnel, parce que si on imagine que la trace au sol et l'orthographie qui est verticale, donc le discret et continu, sont incommensurables, ben leur connexion par la triangulation serait irrationnelle. Donc, cette mise en relation du discret et du continu serait un petit peu incarnerait cette invention architectonique qui tente, comme l'architecture fait, de jointer, de joindre, de mettre en relation les choses qui sont autrement incommensurables et faire en sorte qu'une chose peut parler d'autre chose. Donc, d'aller d'un domaine accessible, le bâton dans le sable, vers l'inaccessible, donc la hauteur d'une pyramide. Et donc, l'intelligence artificielle, à mon sens, ressemble un petit peu à à une forme de construction de nos mondes, en fait. Et donc, on externalise ce point de vue dans un instrument qui rend la haute dimensionnée d'un phénomène. Et si vous voulez haute dimensionnée, vous pouvez penser à des jeux de données massifs, donc de big data. Et avec l'hypothèse que ce qui gît dans cette multidimensionnalité-là, dans le grand nombre de choses hétérogènes, parce que c'est l'hétérogénéité qui est aussi très intéressante, sinon la donnée massive produirait une forme de redondance, on trouve dans une dimensionnalité plus faible des stabilités. Et c'est avec ces stabilités qu'on est capable de commencer à travailler, en fait, et avec lesquelles on peut commencer qu'on peut commencer à articuler, en fait. Donc, ce que l'architecte peut-être va utiliser des instruments pour produire ou générer quelque chose, mais que le travail de l'architecte risque la manière de joindre ces choses-là. Nous n'avons pour cette relation entre l'accessible et l'inaccessible, donc la façon dont on code les données massives, nous n'avons pas au départ ni le code ni le chiffre. En fait, c'est intéressant. Donc, malheureusement, pour les Lumières, malheureusement, aujourd'hui, on doit répondre non. La nature n'est pas écrite dans la langue des mathématiques, elle est plutôt codée et cachée sous un chiffre et une grille, en fait. Donc, le code et toutes les permutations possibles. Donc, ce qu'on donne à la machine, c'est la recherche dans ces permutations multiples, des éléments, des stabilités. Et donc, par l'apprentissage machine, on cherche à mimer avec un réseau neuronal, donc disons avec les algorithmes que moi je connais mieux, on mime en fait la forme des données de la haute dimensionnalité, de chercher à regarder leurs tendances et certaines invariances dans toutes les variations.
Donc, en conclusion, je dirais que l'invention architectonique et la manière dont je vois évoluer le travail de l'architecte, c'est de devenir peut-être un petit peu des Thalès de notre époque. Il faudrait peut-être qu'on rejoigne aussi Dédalus aussi, mais ça, je n'avais pas pensé à lui pour aujourd'hui. Mais on trouve les conditions, en fait, sous lesquelles les incommensurables deviennent commensurables. Et ça, c'est le travail, je dirais, en partie algorithmique. Bon, on peut toujours utiliser différentes formes symboliques, donc on peut utiliser le récit, mais on peut, donc les langues naturelles, mais on peut aussi utiliser les langages de code. Nous apprenons, en fait, comme avec notre corps ou avec les corps des autres, par observation. Donc, on projette, en fait, et on multiplie à grande vitesse l'apprentissage du corps virtuel de l'intelligence machine dans les données massives qui sont une sorte de milieu que nous avons en partie cultivé. Donc, c'est là où je trouve plus intéressant pour les architectes d'apprendre à créer eux-mêmes, en fait, ces modèles génératifs ou modèles euh, d'invention, c'est-à-dire de chercher, trouver dans les données massives des tendances qui les intéressent, et que la question donc qui se poserait en fait pour l'architecte, disons, serait quelle est la nature de cette articulation-là? Et pour conclure, en fait, je dirais qu'on reste quand même dans une forme de classicisme. Donc, on rejoint quelque chose de peut-être plus traditionnel avec l'architecture, mais ce serait un classicisme réaliste. Parce que c'est pas seulement dans les idéalités, en fait, dans la tête des gens ou dans les universels abstraits, mais plutôt dans les universels concrets. C'est-à-dire, l'exemple que je donne, c'est que on a une sorte de type qui est la house, mais qui serait une idée qu'on a d'une maison, mais la houseness serait toute la caractérisation de la maison sous des milliers d'exemples de maisons selon la façon qu'on voudrait coder ou présenter la maison à la machine, que ce soit le plan ou une topologie de connectivité, etc. Donc, étant un réalisme, dans un sens, on intervient avec intelligence humaine, on intervient des humains intelligents avec une intelligence artificielle du monde, et avec ce monde-là, on cherche à l'aider, disons, à se souvenir de lui-même, donc de se dévoiler d'une certaine façon ses secrets, même si nous devons nous-mêmes tenter de, euh, euh, de même penser en fait quel serait le code dans lequel ces secrets-là seraient dévoilés à nous. Et je pense que je vais laisser ça comme ça pour la discussion. Merci. Un grand merci, Michael. Vraiment, encore une fois, très, très stimulant comme réflexion qui nous amène dans toutes sortes d'avenues différentes. Ce qui m'est venu un petit peu spontanément lorsque tu nous as parlé de la house, la maison, l'importance de la maison et le fait que dans un univers, comme on sait de la base de données, c'est des milliers de maisons qui sont contenues dans l'espace latent. J'ai envie de dire, ça serait intéressant, je ne l'ai jamais fait, mais de proposer, par exemple, à un prompt le Heidegger et sa phrase célèbre «habiter en poète». Ça serait intéressant de voir ce que la machine nous sortirait avec une telle affirmation philosophique. Donc, si on Oui. prenait, par exemple, un certain nombre de textes philosophiques, donc tu vois depuis, évidemment, Thalès à Dédale, et si on partait justement de ces mots, on sait que l'architecte ne pense pas en mots en général, mais en pense en forme. Et si on profitait de l'occasion des prompts pour exposer toutes ces racines philosophiques qu'on retrouve et anthropologiques aussi qu'on retrouve dans l'architecture, je dirais que c'est une exploration que j'aimerais beaucoup faire personnellement. Alors ça, c'est un premier commentaire qui me vient de tes réflexions. Un deuxième commentaire, ce serait le retour sur cette notion d'imitation que tu as vraiment bien développé, toute la notion du mimétisme qui est au cœur aussi de l'apprentissage, hein. La notion de mimétisme, les neurones miroirs, donc, et on sait que dans la formation de l'enfant, la première chose que l'enfant fait, c'est imiter. C'est son mode d'apprentissage du monde, c'est l'imitation. Et ça me ramène à ce qu'on dit souvent, peut-être trop, quand on parle de la créativité, on se demande est-ce que l'intelligence artificielle ne peut être qu'un perroquet qui imite.
la création humaine. Alors, est-ce qu'il est possible de produire du neuf et de l'innovation, de l'invention, du nouveau, de l'original à partir de l'intelligence artificielle, alors qu'on sait que l'intelligence artificielle va chercher ses sources dans cette infinie base de données des références humaines, on le sait. Et même, j'ai envie de dire, Sébastien, les images que tu nous montrais de ces architectures fantastiques sont probablement, d'une certaine façon, des imitations d'images qui existent à quelque part dans cette base de données infinie. Ce n'est pas nécessairement d'une création. Alors, je voudrais revenir sur cette question du perroquet savant, si je peux me permettre, ou de l'imitation. Puis, en fait, c'est une question sur laquelle je réfléchis aussi, dans la mesure où justement, ça nous renvoie, comme beaucoup de choses en intelligence artificielle, à nos propres processus très humains dans le savoir. Nous sommes également, nous, des perroquets intelligents. Nous sommes des perroquets et un architecte, la première chose qu'il fait, évidemment, c'est qu'il va apprendre, et tu nous parlais de la question des références, l'infini réservoir des références. On sait comment ça a été très important en architecture aussi, dans le postmodernisme à une certaine époque. Je ne sais pas où ça se situe maintenant, parce que l'architecture n'est pas mon domaine, mais on a tout ce bassin de références qui se trouve à être le bassin dans lequel puise la créativité humaine aussi. Ce n'est pas détaché. Il n'y a pas un créateur qui crée ex nihilo. Il va toujours avoir une influence de style, etc. Puis là, donc, on se retrouve devant cette machine. Comme tu disais, Sébastien, moi, je conteste beaucoup le terme d'intelligence. On va être pris avec pour un bout, mais d'intelligence artificielle, il n'y a pas d'intelligence, on le sait. Et puis, cette notion du perroquet statistique, et comment l'être humain aussi, dans ses processus de base, c'est un perroquet statistique dans une certaine façon, dans ses processus même d'apprentissage, qui ne viennent pas, encore une fois, ex nihilo. Alors, ce sont des réflexions qui me viennent avec tes propos, avec ceux de Sébastien également. Donc, peut-être tu pourrais commenter cette idée du perroquet. Peut-être une autre idée dont vous n'avez pas parlé, que j'aimerais vous amener, et c'est depuis la communication de Fabien, en fait, qui nous a parlé des hallucinations machiniques. Ça me fait beaucoup réfléchir à comment le principe des hallucinations, donc je m'en vais dans une autre idée complètement, comment le principe des hallucinations algorithmiques qu'on connaît et qui est un problème que tout le monde voit dans les dispositifs légaux, dans les dispositifs d'utilisation scientifique et rationnelle. On dit, ah, la machine hallucine, donc il faut chercher comment minimiser. Une des façons de minimiser, entre autres, c'est d'avoir un corpus de données le plus pur possible, le mieux constitué possible. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve dans à peu près tous les domaines, sauf les domaines créatifs, où j'ai l'impression, puis j'ai lu récemment un article justement sur l'hallucination dans le domaine architectural, qui montrait comment, au contraire, l'hallucination machinique pouvait devenir une immense source de créativité, dans le sens qu'elle va aller chercher cette fameuse sérendipité qu'on cherche, elle va aller chercher cette surprise, cette innovation, cette invention, cette originalité qui va la faire sortir du paradigme de l'imitation, le fameux jeu de l'imitation à la base, hein, avec Alan Turing, qui va nous faire sortir. Et dans les choses que je lisais sur l'article, sur l'architecture notamment, ce qu'il disait, c'est que si on veut non pas minimiser l'hallucination, mais la provoquer, l'augmenter, il s'agit par exemple de composer les bases de données avec des données composites. Le fait d'aller chercher des données composites, de mélanger des éléments, puis en architecture, j'essaie d'imaginer même des ressources d'espace sonore, par exemple, avec des ressources référentielles d'une époque et de l'autre, on va finir par créer presque ce que je dirais un corpus corrompu, d'une certaine façon. Il y a une erreur qu'on glisse dans le système et qui va être source d'invention, d'imaginaire, qui va aller en retour stimuler le concepteur. Alors voilà, donc c'est une Oui, envolée à partir de toutes oui. vos réflexions stimulantes sur l'imitation d'une part et sur la question de l'hallucination. Oui, oui, merci beaucoup.
Bah, en fait, peut-être pour commencer, je pense que ce qui m'intéresse dans l'intelligence artificielle, c'est moins l'intelligence artificielle générative, en fait, que l'intelligence artificielle comme un sujet impersonnel qui pense, mais qui ne sait pas qu'il pense, en fait. C'est pour ça que c'est impersonnel. Donc, si on dit on va demander au soleil de parler à la fois d'une pyramide et d'un bâton posé dans le sable par les ombres, bah, c'est sûr que si on lui demande de parler en ombre, on va seulement avoir des ombres en fait. Donc, si on lui demande de parler de maison, il parlera de maison, en fait. Donc, effectivement, on entraîne notre perroquet, mais ce que le perroquet dit est selon peut-être notre propre capacité de l'entraîner à dire des choses intéressantes et peut-être de l'amener dans je dirais, dans une sorte de théâtralité qui est la théâtralité de la représentation architecturale, parce que c'est ça que j'ai remarqué en fait dans les images que Sébastien a montrées. En fait, c'est que pour moi, ce sont aussi des hallucinations, mais une sorte d'hallucination un peu contrôlée par l'art de la prompt ou l'art the art of the prompt. Donc, il y a un travail textuel pour chercher tisser ou faire ressortir en fait certains aspects. Parce que oui, dans le perroquet, donc dans le perroquet, il y a une sorte de mimétisme, un potentiel mimétique maximal en fait, où tout est un petit peu aplati sous la forme d'encodage qu'on donne aux données lorsque on dit à la machine ou à l'algorithme trouvez-moi des tendances là-dedans, en fait. Mm. Et donc, le travail, je dirais, de l'être humain, qui n'est pas un sujet impersonnel, mais un sujet actif, c'est d'être vertical sur, en fait, cette grande horizontalité-là, qui est une sorte avec ChatGPT, par exemple, une sorte de grande, une sorte d'océan, en fait, de, de, de conventionnalité, en fait, de ce qui est conventionnel. C'est juste que ça Mm. peut nous surprendre parce que c'est comme une sorte de sens commun qui serait à l'échelle de toute la production humaine ou de la production humaine qui se trouve sur Internet. Euh, donc, oui, peut-être il y a une sorte de créativité dans l'hallucination parce qu'on peut, quand on crée nous-mêmes ces algorithmes-là, ajuster, je pense que le paramètre, c'est la température en fait, qu'on contrôle, en fait, si je me trompe pas. Mais que cette hallucination, oui, bien sûr, peut être productive parce qu'on ne construira pas, en fait, on construira pas le bar en une sorte de bois ou pierre sculptée, en fait. Mais c'est une idée qui peut alimenter une réflexion architecturale qui reviendra dans le domaine du constructible et qui doit travailler avec les deux, travailler à l'encontre de l'entropie, hein, que ce bâtiment doit rester debout et pas périr en fait à une vitesse inacceptable. Mm. Alors, évidemment, là, j'aimerais porter la discussion à la fois de ton côté également, Sébastien, Michael, parce qu'il y a vraiment, je pense, quelque chose de vraiment intéressant dans vos deux conférences. Il y a Fabien qui lève la main pour poser une question. Donc, je pense que ce débat de deux positions quand même assez différentes et complémentaires que vous apportez, c'est vraiment intéressant. Donc, du côté de Sébastien, avec les images que tu nous as montrées, toute l'interrogation sur, encore une fois, je pense, sur les processus. Et de ton côté, évidemment, Michael, qui nous amène dans une projection théorique, finalement, extrêmement stimulante, des fondements de l'architecture, finalement, aussi, hein, disons-le. C'est vraiment les fondements. Ce que tu nous expliquais à propos de l'ombre de Thalès, par exemple, c'est un fondement. C'est vraiment, ou encore, tu n'as pas développé l'exemple de Dédale, mais je pense qu'il pourrait être vraiment intéressant parce qu'on a cette idée de l'ange déchu aussi à travers Dédale. Cette idée, donc, est-ce que l'architecture, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu l'ange déchu. On a des visions tellement idéalistes que finalement, ça va nous faire plonger. Alors, Fabien, oui. Oui, bah, je dirais que merci beaucoup pour vos présentations. Ces commentaires, questions pour vos deux présentations, mais peut-être plus à Michael, parce que vous vous êtes appuyé sur, à un moment donné, Heidegger et la philosophie de la technique heideggerienne. Ça, évidemment, ça m'a beaucoup interpellé.
et chez Heidegger, il y a l'idée de dévoilement, comment par la technique on dévoile certains aspects de la nature. L'exemple de Thalès était de ce point de vue-là très marquant, très illustratif. Mais on peut aussi, ça c'est mon chapeau un peu de critique, on peut aussi la provoquer. On peut aussi, c'est un autre type de dévoilement qui est vraiment relatif pour Heidegger à la technique moderne. Il s'agit de provoquer, de réquisitionner en fait la nature. Là, en l'occurrence, un type de nature particulière qui renferme, comment dirais-je, l'intelligence avec un petit i ou un grand i, je ne sais pas, mais l'intelligence humaine qui figure comme un stock, et on la somme à partir d'un prompt de nous fournir un certain nombre d'images, de nous fournir un certain nombre de textes, donc une visée foncièrement utilisatrice et instrumentale de la technique, qui, je pense, quand même, rapporté à certains contextes, par exemple la production, que ce soit dans le domaine architectural ou la production littéraire ou la production, quand elle est soumise comme ça à des logiques de rationalisation, c'est une forme de dévoilement qui devient problématique parce qu'on somme une sorte d'intelligence accumulée, stockée dans des bases de données, de nous répondre pour réaliser des tâches qu'on n'est plus forcément capable de réaliser soi-même. Donc ça faisait... Ma question était la suivante, donc au point de vue peut-être des débats et des discours dans le domaine architectural, où on sait que ça, comment Sébastien, vous l'avez très bien précisé, que dans le domaine architectural, il y a un savoir, un usage de longue date des outils informatiques, la conception assistée par ordinateur, mais et vous avez positionné l'intelligence artificielle, les GAN les LLM comme étant une sorte d'évolution, une amélioration technique. C'est quand même pas un passage de seuil, un renversement où on n'est plus face à la conception assistée par ordinateur, mais de l'ordinateur assisté par un concepteur, une conceptrice. Autrement dit, est-ce qu'il y a quand même une réflexion sur la potentialité d'une perte de savoir? Vous mentionnez Stigler, qui utilise lui-même beaucoup Heidegger, par une pharmacologie, la technologie est bonne ou mauvaise, mais l'un des points centraux de la pensée de Stigler, c'est celle qui porte sur le processus de prolétarisation, une sorte de perte de savoir qui est déléguée à la machine et on essaye à plusieurs étapes du processus de se le réapproprier. Bon, c'est un leitmotiv qui revient à chaque présentation arcane qu'on a. Je pense qu'il y a évidemment une sorte de réflexion à plusieurs niveaux, notamment dans le domaine architectural. Donc, bref, je n'ai pas vraiment de questions, un commentaire un peu général, mais est-ce qu'il y a quand même dans les discours, dans les débats, dans la recherche en architecture, une réflexion, je ne dirais pas une panique morale, mais une réflexion qui porte justement sur la potentialité d'une perte d'un savoir-faire relatif justement au domaine de l'architecture. Voici, je terminerai là-dessus pour moi. Alors, ça a été un peu coupé. Est-ce que c'est... Vous m'avez entendu? Oui, très J'ai bien. tout entendu. Ok, Ouais. super. Oui, ben en Euh, fait, moi, ça a coupé, mais je pense qu'on ah, on annonce que ma ligne est instable, donc j'espère que vous avez bien entendu. C'est tout à la toute fin, Fabien. ok. Donc, Non, mais je pense que... laisse soit Hmm, Sébastien ou Michael répondre. En fait, hein, là, on est un petit peu dans une période où on va Discussion. essayer de faire une synthèse, communiquer toutes ces idées ensemble. Peut-être juste avant votre réponse, je voulais peut-être amener un autre ingrédient, et à la fois donc pour Sébastien et puis Michael, la question de la matérialité, que je trouve qu'on n'a pas abordée frontalement, mais qui est tellement intrinsèque à l'architecture, la question de la matérialité du monde, et c'est quelque chose qui paraît beaucoup dans les interrogations de l'architecte aujourd'hui, dans cette fameuse relation nature-culture également. On pense à Philippe Descola, bien sûr, pour enlever ces dichotomies entre la nature et la culture, et la culture. Puis on voit comment, dans les images que tu nous as montrées, Sébastien, ça se joue dans l'architecture contemporaine énormément, cette idée de l'intégration de la nature dans les objets de la culture. Qui nous ramène à la question de la matérialité. Alors, je complète un petit peu, si tu veux, tes réflexions, Fabien, puis cette question de la matérialité nous amène, c'est un point de réflexion qu'on a dans le groupe de recherche Arcane autour de ce qu'on a appelé les nouveaux matérialismes, justement,
qui est tout un courant philosophique contemporain extrêmement intéressant qui nous ramène à la matière et qui nous fait peut-être sortir du point de vue très humain, hein, l'apanage de la créativité étant humaine, qui nous ramène au processus biologique, quand tu nous parlais du pharmacon et des processus pharmaceutiques, d'ailleurs, Sébastien, qu'on se retrouve à, ça nous amène l'intelligence artificielle à passer, à faire un arc, je dirais, très grand arc, entre le préhumain et je préférerais l'emploi du mot transhumain que post-humain, parce que le post-humain exclurait l'humain, mais une sorte d'arc, hein, qui nous amène à essayer de nous interroger sur ces processus créatifs qui sont intrinsèques à la matière. Et puis même un sculpteur le dirait, hein, qui avait dit l'œuvre est déjà dans la pierre, dans le morceau de pierre brute, la construction architecturale, elle est déjà dans ces matériaux. Et les constructeurs des cathédrales pourraient nous le dire, hein, comment la pierre se trouvait à être leur base. Eux, les constructeurs de cathédrales qui n'avaient pas les appuis technologiques, ils construisaient à partir de la pierre des monuments complètement extraordinaires. Donc, cette question de la matérialité qui est le territoire finalement de l'architecture, cette matérialité, cette sortie de la créativité à travers la matérialité, donc le préhumain, et je vois combien qu'il y a d'influences aussi de construction qui nous viennent de la nature dans l'architecture contemporaine, hein. La cellule, l'idée de la cellule qui revient, l'idée de comment cette créativité. Donc, c'est une question très large que je pose, mais moi, je la trouve intéressante personnellement actuellement parce que je trouve que ça nous amène justement de ces processus créatifs qui nous précèdent, qui ont amené la création du cerveau. Et maintenant, on a cette créativité qui dépasse, qui est un processus organique aussi. On parlait d'organicité, c'est un processus organique. Nous, notre cerveau, nous sommes des êtres biologiques et nous sommes des êtres corporels, comme tu disais, et nous avons sorti, nous avons fait émerger une autre, ce que j'appellerais une altérité radicale. Un autre mode de création, donc, qui nous amène encore une fois du préhumain vers le transhumain. Puis je pense que l'architecture, ce serait le lieu idéal d'interrogation de ces modes de création. Je peux j'ai noté Vas-y, Sébastien. plusieurs questions, donc je peux essayer d'en prendre quelques-unes pour ne pas monopoliser non plus la parole. Juste pour revenir, c'est vrai que en tant que grand lecteur de Stigler, c'est vrai que cette question du perte du savoir, Stigler disait donc à force d'avoir les automatismes d'écriture, on perd, on n'arrive plus à bien écrire. Donc ça, je suis quand même assez d'accord avec ça. Et c'est vrai que toute la question, si je parlais d'emprise, c'est justement de trouver des... Puis là, je trouve que c'est là que Stigler est intéressant parce que justement, c'est d'essayer de trouver des mécanismes qui permettent de répondre à cette... Et c'est pour ça que moi, j'aime bien justement cette notion d'instrument parce qu'il y a justement l'instrumentalité. Il faut pas avoir, faut avoir en tête que finalement, on peut se faire instrumentaliser assez rapidement et donc, faut se méfier un peu de tout ça. Donc, il y a des avancées, mais c'est ça. Je pense que Stigler est assez intéressant sur l'idée que c'est pas tout à condamner, il ne faut pas revenir derrière. Donc, il faut trouver des mécanismes qui permettent justement, nous, on est confrontés avec les étudiants, pour essayer de sortir de cette emprise de ces processus, de ces images très séduisantes. Et je pense que c'est ça. Et je dirais que là, c'est pas si simple que ça à faire, parce que la pensée, malgré tout, on pourrait dire qu'elle peut après nous aider, mais je dirais que c'est pas si. Ouais, je sais pas. Je dirais que c'est quelque chose qui est à travailler. Puis du coup, moi, je rebondirais sur une question peut-être après pour Michael, parce que tu, tu parles on peut renverser l'entropie par la limitation, mais là, je me dis, est-ce que c'est pas le dévoilement qui permet ce renversement? Je ne sais pas, je pourrais développer sur cette partie que. Parce que c'est ça, c'est la question de comment on arrive à ben, de faire avec. Donc, pour Stigler, c'est d'éviter cette prolétarisation de nos savoir-faire. Mais après, c'est de voir comment ces outils peuvent nous amener sur des voies qui peuvent aussi nous répondre d'une certaine manière aux questions qui émergent. Puis peut-être je reviendrai sur une autre idée aussi, c'est sur du préhumain que moi,
que je vois en termes de pré-individuel chez Simondon, mais je reviendrai après. Sur la matérialité, c'est vrai que parce que à la fois les images que j'ai présentées, il y a une sensibilité très très forte à la matière, au matériel. Et moi, je dirais que c'est ça. Je dirais que c'est quelque chose qui apparaît depuis, on pourrait dire, je dirais une vingtaine d'années maintenant. C'est que c'est ça, il y a eu une exploration, en tout cas pour l'architecture, c'est qu'il y a eu les explorations, même il y avait, comment ça s'appelait, Anne Coquelin, les immatériaux, donc on était vraiment dans cette idée Oui. que finalement tout est immatériel, tout est... donc c'est que de l'image, les hypersurfaces, que finalement le cyberespace et tout ça. Et il y a une sorte d'arrivée à une sorte de prise de conscience très forte autour des années 2000. Et donc, moi, je dirais que c'est pas anodin que euh, les architectes se sont emparés des machines de fabrication très, très fortes. Et la question de la tectonique et la question de la matérialité est devenue centrale maintenant, je dirais depuis le début des années 2000. Et donc, je dirais qu'on hérite de tout ça. Et c'est ça qui est une distinction qui est en train de faire. Donc, les images que j'ai montrées, donc l'idée, c'est pas de les construire, mais la matérialité est très présente. Donc, on peut avoir de la matérialité sans la construire, mais je dirais que la question de la matérialité est devenue. Donc, je dirais que c'est ça. Puis c'est pour ça que les architectes se sont intéressés beaucoup, je ne sais pas si c'est les mêmes philosophes dont on parle, mais de la question des philosophes d'ontologie objet, de la question de revenir à l'objet architectural, à la matérialité. Et donc, et moi, j'ai le sentiment que ça, c'est les architectes qui ont une sorte d'intuition, intention, et donc vont récupérer donc, dans la technique, dans la philosophie, donc, ce qui les intéresse. Et du coup, moi, c'est la question que j'ai envie de soulever ou de remettre sur la table, sur cette sorte du pré-humain ou du pré-individuel qu'on a chez Simondon. Et parce que, il y a un texte sur l'imagination et l'invention, il y a ces questions de phases de l'imagination qui nous permettent d'inventer. Et du coup, c'est pour voir avec Michael la possibilité d'une compatibilité, parce que justement, toi, tu parles de l'imitation pour l'invention, et ça me fait réfléchir, justement, est-ce que c'est pour ça que les technologies de l'intelligence artificielle pourraient, disons, pourraient peut-être pas inventer, pourraient peut-être apprendre à ne pas inventer parce qu'il n'y a pas justement cette première phase. Donc, c'est voir la compatibilité avec l'imitation, parce que chez Simondon, il y a trois phases pour le... Et on peut l'avoir aussi avec Berthoz sur la science du mouvement. C'est que, donc, on pourrait dire, même avant la perception ou même avant l'imitation, il y a un mouvement moteur qui nous pousse. Je dirais que même l'enfant, ça c'est Simondon, mais même, même avant d'imiter, ben, il y a une sorte d'énergie qui le pousse à se déplacer, à se mettre en mouvement. Donc c'est chez Berthoz, c'est donc la perception et une action simulée. Donc il y a cette sorte de mouvement, de capacité motrice qui viendrait même avant la perception. Donc même avant de mesurer la pyramide Thalès, ben, il faut qu'il y aille, il faut qu'il soit motivé pour y aller. Et moi, qui est une sorte de pré-individuel chez Simon. Et du coup, est-ce que ça pourrait être compatible, disons, avant... Donc, j'ai le sentiment qu'on ne s'intéresse pas au même endroit. Donc, toi, avec on pourrait dire l'élément constitué qui regarde et qui cherche à imiter pour inventer. Mais moi, j'ai toujours fasciné par même avant de percevoir, même avant d'imiter, il y a comme une sorte de pulsion, de mouvement qui nous pousse à faire les choses. Et donc, est-ce que ce serait compatible, disons, à cet élément que finalement, où je vais perdre ma pensée, mais puis je dirais pour les architectes, c'est ça que même avant de construire, il y a une sorte de... On n'est pas tous architectes, il y a quelque chose qui nous pousse à dire, ben, on va construire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est du côté intuitif et comment ces technologies peuvent... c'est la question peut-être, est-ce que, évidemment, les technologies influencent nos perceptions, mais est-ce que finalement, ces technologies arrivent à toucher ce côté, on pourrait dire... donc là, c'est pour prendre Yuqui, qui est l'étudiant comment il s'appelle, de Stigler, mais de cette... comment il appelle ça, qui reprend chez Kant, cette intention pas perceptive, mais intellectuelle. Et ça, c'est des questions que je me pose. Et du coup, est-ce que ce serait envisageable d'avoir quelque chose, donc avant l'imitation, de quelque chose comme ça qui est plus, on pourrait dire, ouais, à la fois intuitif, mais à la fois moteur, qui nous emmènerait à tout ça?
pas si c'est très En clair, mais fait, je vais juste faire un commentaire parce qu'il nous reste très peu de temps, puis je vais laisser le mot de la fin, je pense, à Michael. Simplement pour dire qu'il y a une connexion, et puis on pourrait passer des heures à continuer à parler tellement c'est intéressant, mais ce- cette connexion entre la matérialité, du côté de la matière, du côté de ce qui est le matériau de l'architecte, et avec la corporéité, qui est une autre forme de matérialité. Je pense qu'il y a des liens tellement intéressants. Et cette idée, comme tu dis, qu'il y a la perception, mais aussi il y a l'action motrice, le pouvoir d'agir, comme on sait, qui intervient. Donc, on pourrait parler des heures. Je vais laisser le mot de la fin peut-être à Michael. Donc, il nous reste que quelques minutes seulement. Donc, si tu peux avoir une intervention Oui, brève, Michael, parce que tout de suite oui. après, j'aimerais que très rapidement, Gabriel, tu nous montres Edicem pour que Sébastien et Michael puissent voir un peu où ils vont se trouver tout d'un coup après la séance d'aujourd'hui. Alors, donc, Michael, puis après ça, Oui, Gabriel. merci beaucoup. Ouais, je pense que je pourrais pas donner des réponses à toutes ces questions-là. La liste commence à être longue, mais je les apprécie beaucoup. Ça va me nourrir, nourrir ma pensée. Peut-être je donnerai plutôt quelques index, en fait, donc des possibilités, des ingrédients pour une pensée future. Pour la question de Heidegger, moi je dirais plutôt qu'une question de dévoilement, je parlerai plutôt peut-être de déchiffrement, en fait, ou de décryptage. Et c'est là où j'irai plus dans le rival de Heidegger, Ernst Cassirer, avec ses idées de forme symbolique, en fait, parce que je pense que ce soit une forme symbolique qui est linguistique ou mathématique, donc incarnée aussi dans la technologie, il y a un intermédiaire de ces formes symboliques-là. Donc, je pense que c'est jamais complètement innocent. C'est pas on pourrait pas retrouver une sorte d'idée un petit peu romantique d'une sorte de révélation, d'une vérité, en fait, qui serait au fond ou derrière des choses. C'est peut-être aussi la distance que je prendrais par rapport à la philosophie phénoménologique, où le men, en fait, reste encore très important. Donc, oui, je laisserai ça peut-être comme ça. Euh, sur la perte de savoir, en fait. Ce que je trouve intéressant aussi, parce qu'on est dans une école d'architecture, c'est que je dirais que le type, pour reprendre l'idée des formes symboliques, bah, on a besoin d'une nouvelle littératie dans nos formes symboliques qui sont les formes symboliques du code. En fait, donc oui, il faut apprendre à écrire, donc il faut lire pour apprendre à écrire, mais il faut aussi apprendre à lire et travailler avec le code informatique. En fait, que ce soit Python ou d'autres langages, je pense que c'est central, parce que sinon on reste peut-être actif à un certain niveau, peut-être superficiel avec les algorithmes génératifs qui sont un petit peu sur le marché. Et oui, c'est super qu'on puisse les entraîner ou les orienter avec nos propres données, mais je dirais que nous avons peut-être une responsabilité de former ou encourager une certaine littératie numérique dans notre enseignement. Et ça, je pense que c'est pour l'ensemble de la société. Puis pour la force motrice, en fait, de pré-individuel, que j'ai trouvé fascinant et que j'ai envie de développer, on en discutera à un autre moment, Sébastien, plus en profondeur. Mais parce que le piste pour moi là-dedans, parce que je fais référence à René Girard, ce serait le désir. Mais le prix individuel, je dirais aussi, c'est pas un individu qui est seul dans la forêt ou seul hors communauté. En fait, parce que dans ma compréhension de la théorie mimétique, c'est que l'individu est né d'une sorte de force presque surhumaine pour se détacher en fait de cette pesanteur mimétique, en fait, de tomber dans la foule, de se comporter sans une pensée individuelle réfléchie. Et donc, je pense que la force motrice serait le désir, mais lorsque l'individu, pré-individu, peut-être existe comme élément dans un continuum, et la force d'être individu, c'est de se tenir debout, en fait, être orthographique et de dire je suis je, en fait, et je ne suis pas mon prochain, et je ne suis pas. Et donc, je ne désire plus, en fait, ce que mon prochain. Bon, ça, c'est une autre direction peut-être pour le débat, mais je pense qu'il y a une sorte une idée de volonté ou de désir puis qui peut être, en fait, ce serait ma piste pour, Mm. pour, euh, pour ça.
Alors, on va arrêter. Donc, j'aurais bien aimé, mais je vais m'arrêter là, vous interroger sur la question de la gravité. Justement, parce qu'on sait comment l'architecture est pris avec le problème de la gravité depuis toujours Oui. et comment, Pas nous sommes tous ce- pris ce- ce- avec. comment la matérialité va jouer avec la gravité, justement. Mais je me tais parce que il faut vraiment qu'on termine.